Alors, comment vous dire que pour faire le portrait d'aujourd'hui, ça a été très compliqué. Aujourd'hui, on reçoit Kevin Elarbi. Mais comme dirait un certain Quentin Delcourt, c'est pas possible, mais je vais le faire. Je vais commencer par souligner qu'aujourd'hui, je vais devoir choisir chacun de mes mots parce que la personne qu'on reçoit est brillante et cultivée et qu'elle maîtrise tous ces sujets. Ça ne sert à rien de lever les yeux au ciel parce que c'est vrai. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce que un débat entre Kevin Elarbi et Eugénie ça va donner. Il est engagé pour la cause LGBTQIA+, et on ajoutera d'autres lettres dans l'alphabet plus tard. Il est fan de la culture queer, il a joué dans Clem, mais précisons que LinkedIn nous dit qu'il a fait la Cambridge University. God save the Queen. Il est auteur de livres, il est passionné de cinéma qu'il connaît comme sa poche. Il parle bien et tout ça à 30, 31 ans, quelque chose comme ça. Et pour finir, Kevin Elarbi est l'homme qui a réussi l'exploit de faire bégayer Éric Zemmour. Voilà. Alors, un tourbillon, c'est la première sensation qui m'est venue lorsque je me suis plongée dans la vie de notre invité. Auteur, comédien, conférencier, scénariste, podcasteur, animateur, militant, je crois que je pourrais continuer encore longtemps. Une frénésie aussi, celle qu'ont les génies, de s'intéresser à tout, de s'enrichir de tous et de le partager ensuite. Cette fleur du vivre finalement, mais de vivre bien et pleinement. Je suis touchée et impressionnée par cette personnalité atypique, touchée par ses engagements, impressionnée par sa culture, alors hâte de découvrir Kevin Elarbi. Allô? Et je t'ai pas dit? C'est pas vrai, t'es sérieuse? Mais je t'ai pas dit? Non. Mais je t'ai pas dit? Bonjour Kevin, toutes ces fleurs sont pour toi. Bah ouais, mais là c'est très gênant, that's awkward. J'ai gagné mon après-midi, d'autant plus que je suis arrivé en retard dans le studio. Alors maintenant je m'en veux encore plus d'être arrivé en retard. Merci. Bon, je suis pas forcément sûr de mériter tout ça parce que j'ai l'impression que c'est une oraison funèbre là. Oh mais non. Mais merci beaucoup. C'est bien de l'entendre quand on est encore là. Je suis oui, tout à fait. Je suis pas vraiment sûr de mériter tout ça, mais c'est très gentil, ça me fait plaisir. Mais peut-être est-ce parce que les gens de mon âge généralement qui ont une partie de visibilité font tous de la télé-réalité et tout ça, donc forcément qu'il y a quelqu'un qui dénote, on a l'impression que. Mais je peux vous avez assurer. 4 heures. Mais c'est la question philo. Je peux vous assurer pas tant que ça. C'est juste qu'il y en a qui ont des moins grandes gueules, mais qui se cachent un peu plus. Je peux vous assurer qu'à 30 ans, on peut être très éloquent, très politisé, très militant, très cultivé, voilà. Il y a certainement pas que moi. C'est juste que ceux qui ont une peu de visibilité sont des andouilles sur Énergie 12. Voilà. C'est la fin de ce podcast. À la semaine prochaine. Tout est dit. Ça c'est fait. Non, mais bon, ok, c'est vrai qu'on a un petit peu, mis en avant. Un peu beaucoup, oui. Ouais, mais en vrai, c'est sincère. C'est on le pense. Bah merci infiniment, merci beaucoup. C'est ce qu'on ressent quand on se plonge un peu dans ta vie et ta carrière, parce que tu fais 1000 choses. Bah oui, mais parce que c'est Marlon Brando qui disait, c'est James Dean, pardon, qui disait qu'il allait certainement pas rester toute sa vie avec un bras attaché derrière le dos. Bon, lui, c'était pour décrire sa sexualité, mais moi, je peux le faire pour décrire d'autres. Et puis c'est vrai que quand c'est quelque chose de très américain, j'ai entendu ça vachement de vouloir écrire, de vouloir réaliser, in fine de vouloir produire, de vouloir animer, de vouloir. Et quand j'ai commencé en 2008-2009, dans un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, avant les réseaux sociaux. Quand tu étais chez Gulli et chez chouette. Disney? Ouais, quand je suis là, exactement. Ah ouais. Quand je suis arrivé à Disney, j'ai fait Clem en même temps et genre, je voulais absolument être animateur et être comédien en même temps. Je vois pas pourquoi l'un enlèverait l'autre. On m'a dit, tu vas pas faire les deux. Et comme j'ai fait les deux, du coup, j'ai toujours continué à faire les deux. Mais plus après, j'ai dit, je vais écrire des bouquins, je vois pas. Et les gens qui m'ont beaucoup inspiré aux États-Unis, des artistes que j'aime énormément qui s'intéressent à la culture queer comme à la culture mainstream, c'est des gens comme James Franco qui pour moi est un héros absolu, en tout cas dans son travail. Pas en ce moment. Et, c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué pour James, hein. Mais comment dire, mais en revanche c'est vrai qu'en France c'est un peu compliqué d'avoir ces différentes casquettes, il faut toujours en avoir une. Et moi déjà j'ai besoin de travailler beaucoup tout le temps, donc du coup c'est pour ça que c'est bien d'avoir différentes casquettes et puis moi ça m'a pas trop posé de problème en fait, comme j'ai toujours fait ça. Ouais. Oui, mais d'ailleurs tu parles à Eugénie qui fait toutes ces choses-là aussi à la fois, donc elle te tu comprend vois, très bien. ça Ouais, pose pas trop de problèmes. Non, en fait. mais enfin, alors moi je suis comme toi, je pars du principe qu'on peut tout faire. Bah oui. Mais malheureusement, je suis obligée de constater qu'il y a des choses qui sont pas compatibles avec d'autres. Parce que moi, je fais des grands écarts. Hein. C'est-à-dire que je suis wedding planner, juriste, je fais du podcast, je fais un peu d'influence et je fais de la politique. Fais des grands écarts dans tous les sens. Mais en tant qu'élu,
Tu vois, pas juste en Ah, en tant qu'élu, Eh oui. là, effectivement, Et voilà. peut y avoir conflit Et à un d'intérêts moment sur donné, certains trucs. Que moi, c'est juste l'influence militant. politique, ça marche Ah oui. pas, tu vois, il y a des trucs, je suis obligée de choisir. Bon, je vais faire mes choix, je sais où sont mes passions à la base, donc je vais aller vers Seul ça. truc qu'il faut, c'est que dans toutes tes casquettes, il y a une homogénéité Bah, ça oui, va être moi. démago ce que je vais dire, mais de Ouais. valeurs ou une cohérence. Exactement. Voilà. C'est Et, exactement mais ça. effectivement, si tu es élu et que tu fais de la politique, ça doit être un peu compliqué. Exactement. Je peux dire, c'est pour ça que moi, je n'y vais pas. Parce T'as que je bien sais que raison. je ne pourrais pas faire certains trucs à Ah, mais côté. on va en parler, Je ça, de la préfère juste être politique après. militant. On va en parler de ça après. Alors, toi, tu es auteur, réalisateur, comédien, animateur, conférencier, tu écris des livres. Mais on va commencer par le début. Tu es né à Créteil, tu es tunisien et tu as des origines bretonnes. Ouais, vu ça breton qui a des Waouh. origines tunisiennes plutôt, mais c'est pareil. Breton, oui. Mais j'allais dire. ouais. Je suis né à Créteil ici à la fin des années 80. 89 exactement, et j'ai fait j'ai grandi à Saint-Nazaire, qui est un bastion ouvrier. Alors je dis Bretagne parce qu'on a été capitale de la Bretagne, Nantes, jusqu'à ce que le maréchal Pétain en décide autrement. Donc Oui. c'est pour ça que chaque fois qu'on me dit mais C'est t'es le Nantes, grand c'est pas débat. la Bretagne, bah on a décidé un connard il y a un demi-siècle, pardon. mais du coup pour moi je suis vraiment breton, avec une famille très breton traditionnel. Donc, vous mangez des crêpes avec du cidre tous les week-ends. Alors crêpes citron, ce n'est pas breton. Cidre. Ah, cidre, pardon. Cidre. Crêpes cidre, ah oui. Beurre. Oh là là, Le oui, citron, oui. ça vient de chez moi. Crêpes Alors bon. cidre, vin, Caramel salé, beurre salé. caramel beurre Caramel salé, beurre salé. Nicolas. J'ai grandi dans une famille très cinéphile, très bretonne, très cuisine et très militante. Très politisée. Ah. Saint-Nazaire étant un bastion ouvrier avec les chantiers de l'Atlantique. C'est vrai. Ah Mais oui. politisé ouvrier du demi-siècle dernier, donc T'aurais pu plutôt à voter gauche. à droite, non? Ah oui, mais alors avec la Oh. famille que j'ai, Non? c'est plutôt à gauche. À gauche, ok. Ouais, mais vraiment un grand-père extrêmement militant en période communiste et qui adorait avoir sur son chantier United Color of Benetton, donc des gens Ah oui. totalement de différentes cultures. Une mère qui, à partir du moment où elle n'était pas en couple avec quelqu'un qui était d'une autre culture, elle se faisait chier, pardon pour mon vocabulaire cavalier. Donc du coup, c'est vrai que j'ai grandi dans ce C'est génial, melting mais pot. ouais. Ah ouais, et c'est ce militantisme très à gauche au début, auquel j'ai dû m'orienter un peu plus, trouver ma place après, mais ah ouais, une famille très politisée. Mais en fait, il n'y a pas de secret. Généralement, quand Non. à l'âge adulte, on a des valeurs, enfin, on s'engage, etc. en politique, c'est souvent qu'on l'a appris enfant. Mais on peut aussi se détacher. Moi, je connais beaucoup de gens voilà. qui se détachent Pas d'un forcément carcan, avoir les mêmes voilà, opinions, hein, mais en d'un tout carcan cas, très conservateur, voilà. etc. Là, on a envie d'être. Oh, moi, j'ai pris la même brèche qu'eux. J'ai pas voulu me différencier Parce que là-dessus. toi, t'es hyper engagé, t'es très militant. Ouais. Alors, on va reprendre les choses dans le désordre, c'est bien. Parce que tout est politique. Tout est vous comprenez. politique. Ah oui. Même Ouais, dans tes politique choix. avec un grand P, comme je dis. Oui, exactement. C'est politique dans tes choix parce que dans Clem, donc ton personnage est homosexuel. Bon, c'était un non-événement. Plus tard, tu as réalisé le film Louise sur TF1, sur. Alors, ça, c'est Arnaud Mercadier qui Oui, l'a toi, fait. t'as bossé dessus. Ah, ouais. voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti de Clem et tout. J'étais super content de le faire pendant 10 ans, mais du coup, il y a eu j'ai dû, non pas me battre, mais ça a été compliqué juste pour un troisième rôle de faire accepter à la chaîne qu'un maghrébin pouvait se marier avec un noir. Moi, je trouvais que c'était très beau. En plus, c'était un non-événement. Ouais. Je dis pas qu'ils l'ont pas fait, puisqu'une fine, ça a été tourné. Mais juste, ça a été un peu, Puis c'est voilà. TF1. Après, au même moment, ça m'a un peu énervé qu'on me demande de l'aide en consultant pour une série qui s'appelle Louise, première série sur la vie d'une transgenre en France. Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'il donnait le rôle à une femme, bon, il y a eu un peu et là, c'est là où je me suis dit, oui, mais c'est trop simple de continuer à faire des seconds, des troisièmes rôles dans ces téléfilms-là, qui sont populaires, et il faut toujours que ces thèmes-là arrivent d'une dans façon n'importe ou quelle d'une maison autre. et tout, donc tant mieux. Mais c'est vrai que moi, j'arrive à un truc où j'avais envie de développer ces personnages-là, que ce soit en comédien ou en scénariste, mais avec quelque chose avec un petit peu plus, non pas de lumière, mais de consistance, ou en tout cas pas aller sur la surface. C'est là où je me suis dit, il faut toujours partir de quelque chose tant qu'il est encore temps pour pas être en carton. On parlait d'étiquettes tout à l'heure, ça, j'y crois pas aux étiquettes. En revanche, je pense que si on fait quelque chose pendant très longtemps et qu'on se diversifie pas, surtout dans ce milieu artistique où c'est un métier fait de paris, Oui. et que plus on passe du temps à ne pas prendre de paris, plus on s'enlise. Et moi, c'est pour ça, du coup, que je suis parti de cette série-là pour faire mes propres trucs. À un moment, on me disait, tu es fou, on ne quitte pas une série populaire comme ça. Bah, Mais tant mieux, je suis si plutôt c'est le content bon de l'avoir fait. moment de le faire, il faut le faire. Mais parce qu'il y a des gens, ça dépend. Et puis il y a des gens qui font ce métier pour des choses très très différentes. Oui. Il y en a qui le font pour l'argent et c'est pas du tout moins louable que quelqu'un d'autre. Il y en a qui le font pour une recherche de visibilité, d'autres pour pallier un manque affectif de la famille, d'autres pour créer, pour inventer. Et alors toi, Donc Kevin, ça dépend complètement. Un peu toi, de ça. c'était quoi? Moi, c'était tout en même temps. Bah, c'était un peu de tout en même temps. Et après, en fait, je pense que plus on commence ce métier tôt, et comme j'ai eu la chance de commencer très tôt, animateur Disney Channel, j'avais 19 ans, et Clem, j'en avais 20. Et Du ouais. coup, même si C'est c'était, vrai. c'était pas l'émission politique de France 2, mais quand même, c'était vraiment être à l'antenne sur des trucs différents. Et comme j'ai commencé très tôt, j'ai pu comprendre aussi très vite ce que je pensais aimer et ce que je n'aimais pas. Oui.
C'est-à-dire quelque chose de... Moi, je pensais que je l'avais adoré. Je pensais que j'aimais les choses un peu plus confidentielles dans la vie, mais très populaires à l'écran. Et en fait, animer 8 ans une émission jeunesse, j'ai eu au bout d'un moment envie de donner à la jeunesse, en tout cas aux gens qui me regardaient dans cette émission-là, Disney Channel puis Gulli, des choses un petit peu plus consistantes d'un point de vue culturel. Et puis quand j'ai vu que la chaîne était un peu plus reluctant en disant non, ça va, non, ça c'est trop, machin, trop. Je me suis puis dit, c'est c'est pas ce Disney que aussi, j'ai envie de c'est partager. Gulli. Disney avant, en plus, période avant le rachat de Star Wars et tout, 2009. Donc, Gulli, c'est plus ça. Disney, j'étais bien, hein. Parce que c'était vraiment culture, etc. Et après, Gulli, ils m'ont demandé de travailler sur une émission qui fait un peu Club Dorothée, mais pour les enfants, ce que j'étais très content de faire les 3 premières années. Ensuite, ils sont diversifiés sur un truc très YouTube. J'ai appris mon métier quand t'es au Zénith de Paris, qu'il faut lancer un spectacle en direct sur Gulli, que le spectacle ne part jamais, et qu'il faut meubler. Enfin, ça m'a pris. Je pourrais pas faire ce que je fais s'il n'y avait pas eu ça. Mais tu t'es fait charrier parce que t'étais sur Gulli? Mais je sais pas, je me suis fait charrier, mais tu peux même pas imaginer ce que je suis pris dans le. Mais j'assume. Mais c'est parce que. Mais pourtant, c'est une jolie chaîne. Gulli. Mais c'était le groupe Lagardère à l'époque. C'était le groupe Lagardère qui Active, était bien. tout à fait. Et il faut comprendre ce que c'est. Nous, on faisait des sketchs à destination des gamins. Oui. Et on faisait une émission donc par semaine. Et les sketchs quand ils passaient, c'était l'époque le début de TPMP, mais les grandes années de TPMP quand ils partaient de France 4 pour arriver sur C8. Et du coup, on était la cible chaque semaine parce qu'ils se demandaient quelle drogue on avait pris. Mais c'est vrai, je me mets à la place. Je me rappelle très bien ces oui. passages dans TPMP. Mais tant que t'étais pas déguisé en Peppa Pig, ça va, je trouve. Ah mais ils m'ont tout fait faire, ils m'ont fait faire la Reine des Neiges, tu rigoles. J'ai tout fait, j'ai fait la Reine des Neiges, Monsieur Poubelle, enfin bon. Mais maintenant, et c'est ça qui me quand il y a un c'était pour les gamins entre 5 et 10 ans donc évidemment. En revanche, maintenant quand j'en croise un qui me dit j'ai grandi avec toi alors qu'il a 3 ans de moins que moi, là c'est un peu j'ai grandi avec toi dans Clem, Kevin. Ouais, mais ça on me dit ça plein de fois, mais ça cette série là ça a été hyper générationnel, j'ai l'impression. Maintenant on m'en parle encore alors que je suis parti de la série il y a 4 ans, on m'en parle tous les jours. Parce que Clem ça s'arrête pas, ça va revenir là en plus. Oui, ça revient, ils font une saison 13 là. Saison 13 déjà. Ouais. Wow. Oui, ça a commencé en 2009. Mais ils sont partis complètement, ils sont partis dans le futur là maintenant. J'avais regardé la première année et après la première année, moi j'étais amoureuse du chéri de Clem, le blond là. Mathieu Spinozzi, Julien. Je le trouvais beau. Du coup, attends, tu devais avoir. J'ai 26 depuis une semaine, ou disons 25. Voilà, donc c'est que des gens de 26 ans, j'en ai 31. Et à chaque fois, mais j'ai grandi avec, on a 5 ans de différence. Dingue. Mais cette série a été générationnelle à un point, assez dingue, je trouve. On m'en parle encore, quoi. Ce qu'on ne sait pas trop, enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui te parlent encore de Clem alors que tu n'y es plus. Ça fait plein de choses. Non. Mais c'est tellement rediffusé tout le temps. Oui. Au final, c'est pas que ça. Enfin, moi, ce qui me fascine, c'est ta passion pour le cinéma. Enfin, je trouve que tu es un grand professionnel du cinéma, un spécialiste du cinéma, en fait. Ouais, mais il n'y a pas de spécialiste parce que c'est comme on est tous le beauf de quelqu'un. Mais en tout cas, je passionné. Oui, alors moi, je suis ta beauf du cinéma, sache-le, parce que je n'ai pas ta connaissance, tes connaissances. Oui, mais moi, j'ai pas la connaissance sur je parle quand tu dis spécialiste, c'est un truc très particulier. C'est du cinéma britannique, américain et français de 1910 à 1970. Donc tu es un spécialiste du cinéma occidental. Du cinéma de patrimoine anglo-saxon. Oui, non, mais parce qu'il y a au cinéma, il y a du très beau cinéma argentin, japonais, colombien, que moi, je ne connais pas du tout. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois quand on dit, c'est vrai, je crois que je suis un peu spécialiste du cinéma, mais d'une certaine période et d'un certain pays. Parce que sinon, c'est manquer de respect au cinéma des autres pays où il y a des formidables spécialistes partout en France de ça. Et puis si on commence à être spécialiste du monde entier. Voilà. Mais en revanche, si vous aimez le cinéma français et américain, lisez mon livre. Oui, on allait en parler. Ma folle histoire du cinéma. On l'a. On va même te demander de le faire signer pour le faire gagner, car nous sommes le 22 décembre et que bientôt c'est Noël. Mais dans 3 jours, évidemment. Tout à fait. Et que mon PEL est désormais une vieille histoire. Et qu'on a un lait de poule devant nous, là, dans nos mugs, bien sûr. On n'est pas aux États-Unis. Non, ça sert à rien de leur faire croire. Ah, ok. Ils nous connaissent, ils savent que... Moi, je suis vraiment lait de poule à Noël. C'est vrai? C'est quoi le lait de poule? Le lait de poule, c'est une boisson de Noël qu'ils boivent l'après-midi là-bas. Et en fait, c'est des œufs avec du lait et beaucoup de rhum. Ah oui, c'est bien. Moi, je garde que le rhum dans tout ça. Et c'est très bien quand t'as un rhume c'est très très bon le lait de poule. Eggnog. Super. Oui. Donc, pour revenir au cinéma. Dans ton livre. Oui, pardon. Forcément. Et dans ton livre, donc, tu fais des ponts entre les inspirations des grands auteurs, des grands réalisateurs, etc. Et tu parles aussi de tes expériences, des personnes que tu as rencontrées, parce que toi aussi, tu as un sacré bagage au niveau du cinéma. Ouais. Tu as animé un podcast pour HBO, CBO sur Game of Thrones. Nous, à côté, on est des petites joueuses. Hein. Voilà. Ouais. Et dans ce podcast, tu reçois des philosophes, des journalistes, des psys et plein de gens avec un grand cerveau bien fait pour analyser le phénomène de la série.
Déjà, félicitations d'avoir fait ça. Mais ça, c'est un grand Trafalgar parce que je me suis mis dans un plus jamais je ferai ça de ma vie. C'était génial, hein. Ah ouais. Mais oui, parce que quand j'ai été proposé ça à OCS, je leur ai dit, ça n'existe, c'était la dernière saison de Game of Thrones qui pour moi est la Bible. Et qui, pour Game of Thrones, pour moi, c'est la Bible, mais dans le sens où... Ah, j'ai cru la dernière saison parce que là, j'allais te dire. En fait, le truc, c'est que je trouve, ce qui est incroyable dans cette série qui est Game of Thrones, c'est que tout d'un coup, on peut réunir autour d'une table, je sais pas, un philosophe, quelqu'un qui est en études de Sciences Po, quelqu'un qui est en apprenti de boulangerie, quelqu'un qui est, et pour la première fois, c'est une série dont les différentes ressources culturelles parlent à tout le monde. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Et du coup, il y a beaucoup d'émissions aux États-Unis qui existent pour décrypter l'œuvre, c'est-à-dire la série, puis les livres, puis les ponts entre livres et séries et tout ça. Et ça n'existait pas en France. Et du coup, je suis allé voir OCS en leur disant, mais il y a énormément de magazines papier pour lesquels vous êtes partenaires, type Science et Vie, Philosophie Magazine, Historia, mais pas d'émissions de médias. J'ai dit c'est super dommage parce qu'il suffit de les mettre tous autour de la table et on peut faire un truc. Oui. Ils ont dit d'accord, mais ça va être beaucoup de travail. Vous êtes combien dans l'équipe? J'ai dit on est 10. On est 10, bah non, t'étais tout seul. J'étais tout seul. Et du coup, ça a été un travail parce que ça durait 3 heures l'émission, tous les dimanches, juste avant que ça passe sur OCS à 3 heures du matin en simultané avec les États-Unis. Et pendant 3 heures, j'avais des maîtres de philosophie, des maîtres de conférences historiques. J'animais ça avec Audrey Pulvar. Donc ça, au moins, c'était des chanteuses comme la Reine des Neiges, Anaïs Delva. Enfin, il y avait vraiment des gens qui aimaient cette série pour totalement différentes raisons, mais il fallait quand même tenir le coup de donc je me suis passé mes nuits à lire des thèses de maîtres de conférences sur la guerre les guerres médiévales, etc. Enfin, mais c'était passionnant. Tout ça pour parler d'un dragon au Moyen-Âge. Et tout ça pour pour moi, Game of Thrones, c'est un dragon au Moyen-Âge. Tout ça par orgueil. Par 3. orgueil, parce que on peut faire une émission où on parle de Shakespeare et de fantasy et de sci-fi entre minuit et 3 heures et on faisait 50 000 personnes alors qu'on m'a dit ça n'intéressera pas 50. Et ça m'a énervé. Donc du coup, c'est pour ça. Challenge. Mais j'étais, Challenge. Challenge, mais trop. Trop. Les fans, parce que ce sont des gens qui viennent de la littérature, qui adorent généralement Tolkien, qui adorent, donc du coup, ce sont des gens très exigeants. Donc si on se trompe sur la moindre prononciation d'une syllabe, d'un 4e personnage, du second tome, du truc, ouais. Tombé dessus, direct. Mais c'était exigeant. Et du coup, j'ai fait cette émission-là quelques mois avant de rentrer en rédaction pour le livre. Et c'est très bien. Ça m'a appris la rigueur. Ah bah, je peux vous dire qu'à Gulli, c'était différent. Je préparais pas mes émissions comme ça. Mais c'était très chouette. Et puis, ça faisait partie de toute une année où je produisais des podcasts où, justement, je venais de partir de Gulli, de Clem et tout. Et je voulais proposer, justement, des podcasts autour du cinéma, de la télévision, mais vus par une autre manière, etc. Et ça rentrait dans une année de marathon. Je me retrouvais dans le même mois à préparer un podcast avec Tim Burton, Guy Ritchie, ces trucs de Game of Thrones. Enfin, tout arrivait vraiment complètement en même temps. Est-ce que c'est un moyen de upgrader ton travail, d'être un peu plus pris au sérieux avec des très gros guillemets? Ah, mais clairement, mais il n'y a même pas de très gros guillemets. Il n'y a pas de guillemets. C'est clairement ça. C'est que je suis très content d'avoir fait des émissions jeunesse culturelle pendant 10 ans. Je suis ravi, j'ai appris mon métier comme ça. Il faut t'en détacher. Très content d'avoir fait une série populaire pendant 10 ans, mais c'est vrai qu'après, quand je suis parti de tout ça moi-même, et que je frappe aux portes des productions pour faire des documentaires sur le cinéma, écrire des livres et tout, c'est pas qu'on marionnait, mais bon, c'est vrai qu'on se dit quel est et donc il fallait un moment de transition, non pas pour que je fasse oublier une image, ça n'existe pas ça, mais pour prouver que tu pouvais faire autre chose. Pour montrer, en tout cas peut-être pas pour prouver, mais en tout cas pour montrer que j'avais d'autres cordes à mon arc et que ce que je pouvais faire avec Justin Bieber sur Gulli, je pouvais le faire avec Tim Burton sur Spotify. Et comment dire, et du coup cette année du coup de création de podcast a été très salutaire pour moi parce que j'ai appris un autre métier, j'ai appris à travailler différemment, j'ai appris l'exigence par rapport à un certain public, etc. Et du coup effectivement, et au bout d'un an, j'ai démarré le podcast, on était 5 000, j'ai fini à 115 000, une maison d'édition m'a approché, etc. Donc ouais, mais ça a été une année c'était très bien après 10 ans j'ai beaucoup travaillé, mais c'est vrai que bon, il y a des grosses équipes, la Gardienne et tout, il y a des gens à tout faire tout seul et tout, et c'était très bien. C'est pour ça que je conseille toujours aux gens de toujours reprendre des petits paris artistiques de temps en temps, rappelle-toi. Struggle a little. Ouais, vraiment. Ah, tu croyais que c'était facile, ben recommence. Ouais, et puis parce qu'il y a rien de plus gratifiant que de... Par exemple, quand mon livre là est sorti, qu'il est sorti de l'imprimerie, j'étais content parce que je voyais le travail qu'il y avait avant. Alors, le travail, comment il s'est fait en fait? Parce que tu passes du podcast au livre, c'est pas la même chose. Maintenant, je peux le dire parce que la presse a été cool avec le livre, mais je l'ai écrit en 3 semaines. Mais je voulais pas le dire avant parce que je me suis dit, on va se dire, ah oui, ça se voit. Voilà. En fait, je l'ai tellement pensé. Le truc, c'est que chaque semaine, du coup, je racontais dans mes podcasts l'histoire d'un film classique, d'un film donc de patrimoine français ou américain. Et en seconde partie d'émission, je recevais un cinéaste qui faisait sa promo, qui soit français ou américain, qui venait me parler, lui, de ses influences. Et généralement, le film donc que je traitais avant était dedans.
Et donc, du coup, pour Toi, c'est préparer... l'angle des influences qui t'a intéressé. Bah oui, et puis c'est surtout que je ne sais pas animer en lisant ou je ne sais pas animer avec des fiches. Ça vient de mes directs à Gulli où je regardais la caméra. Et donc, du coup, tant mieux. C'est pour ça que je dis que ces années à Gulli m'ont non pas appris une certaine éloquence, mais un peu quand même. Ça t'a Et formé. du coup, c'est vrai que quand je suis en direct et que je raconte les films, j'ai pas de fiches, j'ai pas de... Oui, oui. Et du coup, bah, j'ai dû vachement y penser à ça. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvé à devoir écrire, plus les jours passaient, je me suis dit, putain, il faut que ça sorte d'un coup, en fait. C'est vrai que je me suis mis à un moment donné à écrire, 3 semaines avant, avec mes éditeurs qui me disaient, du coup, on a pas reçu ton chapitre. J'étais, oui, ça arrive. Comme dans C'est les prêt. films. C'est Oui, prêt, on mais a j'attends votre juste que chapitre. j'avais rien écrit. Le mec a le syndrome de la page blanche, Et il en ouais. peut plus. En fait, non, mais j'arrive pas à écrire à moins d'avoir une deadline soit dans l'urgence. Et du coup, j'ai tout fait en 3 semaines. Oui, tu Et là- l'as vomi presque, enfin, dans le bon sens Ouais, du terme. mais je pense que ce sera toujours comme ça. Parce que même là, je viens de... L'Adami, qui est une société de production, vient de me lancer le financement d'un moyen métrage. Et du coup, je sais depuis fin juin que je risque d'avoir le financement. Et je me suis mis dans la tête, j'attends d'être sûr de l'avoir pour écrire. Pour commencer. Au final, je l'ai eu fin septembre. C'est un Je l'ai film sur terminé moi là. Ouais. Quoi? C'est un film sur moi, du coup. Alors, c'est un... Oui, c'est un film sur des drag queens. Donc, Ah non, c'est pas moi. C'est pas toi? Tu nous l'avais caché alors. Non, promis, c'est pas moi. Mais justement, quand tu le verras que non, pas Est-ce du que c'est tout. pas moi J'espère que c'est pas sur toi, vraiment. très bien. Et ben justement, un film sur un long métrage sur les drag queens, puisque toi, tu es très fan de la moyen métrage. Moyen métrage, 50 minutes. Terme est galvaudé en France, ça existe aux États-Unis, mais c'est vraiment ça, c'est pour Canal. On a hâte de voir, parce que tu es fan de la culture queer. Queer, ouais. Mais en tout cas, c'est sur la vie d'artistes marginaux dans Ah oui, le non, vieux c'est pas Marais sympa, en alors. 1993, en pleine épidémie du sida. C'est Entre- très sympa, c'est joyeux Entre même. deux phases lourdes, qui sont la phase où les premiers traitements arrivent, mais les effets secondaires sont terribles, et la trithérapie n'est pas arrivée, arrive 2 ans après. Donc il y a un espèce de flou pendant 5 ans où on peut avoir un médicament, mais on part plus longtemps après, mais dans des agonies, dans une agonie terrible. Et si on a le virus, mais qu'on a contracté le virus, enfin qu'on a le virus, mais qu'il n'est pas contracté en soi, c'est in fine un truc de sursis parce qu'il n'y a pas la trithérapie qui est arrivée. Donc c'est un moment très particulier pour les artistes queer de ce. Moi, ça me rappelle tout le blabla autour du vaccin Covid, quoi. Bref, pardon. Mais non, mais moi j'ai vécu. Tu vois, tout ce Je stress. suis vieille. Oui, moi, je n'étais pas... J'allais dire un truc hyper vulgaire. Je n'étais pas née. Parce que tu viens dans quelle année? On dit pas ça. 95. Ah oui, tu es né l'année de la trithérapie, l'année de l'espoir. Je suis née le 9 novembre, sortie du Viagra aussi. C'est-à-dire que Je tu suis es né bien l'année dedans. du Roi Lion, Voilà. mais tu n'as pas connu Maman j'ai raté l'avion au cinéma. Mon premier film au cinéma, c'était Pokémon. Oh là, c'était beaucoup plus tard du coup. Bambi. C'était Bambi, alors que Bambi est un film de 1945. Donc t'as fait une ressortie, je pense, parce que tu n'as. Ah ou alors tu es très bien conservé. Mais Elle est très bien conservée. parce que Bambi est un film de 45, mais tu es de ma génération. Parce que du coup, si tu l'as vu au cinéma, Plus vieille que toi. bah non, parce que t'as dû voir toutes les ressorties. Donc t'es né en 86, 87, 88, Ah, j'aime beaucoup cette. C'est ça? Non. 89, Non. avant. Ah bah tu fais pas. Alors vous n'en. Non, mais tu peux me dire tu. Alors. D'un coup, il a vous voyez, Madame Non, du coup, je pensais que tu avais mon âge. Ouais, mais j'ai Très une bien. très bonne crème. Nivea. Mais du coup, oui, mais ce que je disais, t'as vécu Non, le Disney. 81, moi, tu vois. Donc la ressortie, t'avais 10 ans dans 90, donc t'as fait toute la sortie des Disney avant Ah qu'ils non, sortent en mais VHS. attends, mais moi, je suis la plus grande fan Disney qui existe. Ah, au monde. moi aussi. C'est Et quoi donc, vos et Disney je les ai préférés tous vus au cinéma. Bah, J'ai commencé par La Petite Sirène, après ça a été. Ah bah la Premier, petite sirène, c'était tu l'as vu en Blanche-Neige, hein. sortie parce qu'il est sorti en 89, donc t'as vu vraiment en sortie. Mais après Et- t'as vu la ressortie parce que Bambi Ah non, 45. moi j'ai vu, oui, mais Bambi c'était ressorti. Mais La Petite Sirène, oui, je fais partie des gens qui l'ont vu en premier au cinéma. Ça s'appelle la période renaissance de Disney, la petite sirène qui a remis Disney au goût du Exactement. jour après 10 ans de flop. Et j'ai toutes les VHS. Après 10 ans de flop, c'est un joli jeu de mots. Disney préféré, moi c'est Aladdin parce que je l'ai joué. Et Tu que... ressembles en plus. C'est Ouais, Il y a un bah, air. quand Et tu j'avais- sais que c'est un compliment parce qu'Aladin, c'est Tom C'est Tom Cruise. Cruise. Ouais. Et la petite sirène, c'est Alyssa Milano. Aladdin, c'est Tom Cruise, Oui. mais oui, bien Et la sûr, c'est petite vrai. inspirée de- Ah, je lui ai appris un truc sur le C'est cinéma. vrai, j'avais oublié. J'ai gagné ma Oui, journée. oui, c'est vrai, j'avais oublié, c'était Tom Et Cruise, oui, c'est Tom Aladdin. Cruise, ouais. Ah oui, Aladdin hier, aujourd'hui et demain, c'est mon. Et La Belle au bois dormant aussi parce qu'ils ont gardé la musique de l'opéra de Tchaïkovski et je trouve Oui. ça absolument sublime ce qu'a Ouais. fait Disney. Et puis c'est la première fois où ils utilisent vraiment des vrais storyboards, des trucs peints. Quand on regarde La Belle au bois dormant maintenant, c'est un véritable œuvre d'art et c'est vraiment un Je sais opéra. pas si je pourrais choisir un Disney. Il y en a, c'est Moi, trop. j'aime beaucoup La Reine des Neiges. Moi, je C'est suis cliché, très mais la j'aime Belle bien. et la Bête. Ah, mais il faut toujours choisir un Disney. Moi, je dis toujours période. Moi, La Belle et la Bête, j'aime beaucoup aussi. Ah, ouais. Belle et la Bête, Aladdin, ex aequo, période Renaissance et avant La Belle au bois dormant, C'est ça. je crois. Après, avec des personnages un peu Robin des Bois, le film un peu oublié, mais avec des personnages Ah, très très drôles, Persifleur, j'adore. le lion, ouais. Allez, au-delà, allez, au-delà, allez, au-delà. Quel beau jeu, vraiment. Ouais, j'aime beaucoup. Cette séquence est formidable. Persifleur, jamais là comme il faut.
Je rappelle, Merci, la mais question ça, mais je ne bois était, pas. tu aimes bien Oui. la culture queer? Ah oui, Et puis on ça a part. fini là-dessus. Et on part. Oui. Mais c'est dans le thème. Ah bah écoute, ça l'a. Enfin, Mais voilà, Disney commence à être de plus en plus empreint de culture queer. Et avant aussi, parce que Persifleur n'est pas, Oui. est un peu, voilà. Il y a Sébastien culture aussi, queer. dans La Petite Sirène, il est carrément gay. Hein. Et, Ah, de ouf. Sébastien, s'il est pas gay, il y a mais qui, je sais surtout pas. Fleur dans Bambi. Parce que Fleur dans Ouais. Le Bambi, petit lapin? non, c'est Pampan, ça. C'est Pampan. Fleur dans Bambi, que tout le monde pense être une fille, Ouais. qui est un garçon. Le petit lapin. Non, le petit lapin, c'est Pampan. Mais il y a 2 lapins. Non, il y a Pampan et Pampinette, sa copine, à la fin. Et il y a Fleur. Fleur. Fleur qui parle comme ça, le Oui, c'est putois. vrai. Ah, le putois. Et très Fleur, bien. tout le monde pense que c'est une fille, mais pas du tout. Fleur est un garçon. Ah, ouais, À mon avis, Qui vient Fleur du aime. Marais, Fleur, d'ailleurs. Et qui vit, oh, bah, il y a bien du Marais, Fleur, à mon avis. Il y a bien du Marais, oui. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est il faut jamais revenir à un temps de censure, mais la culture queer, elle est présente partout. Et avant, on n'en parlait pas. Et donc, il faut jamais regretter un temps de censure. Donc, tant mieux que maintenant on puisse en parler ouvertement. Et c'est pour ça que des gens comme Éric Zemmour pensent que c'est une idéologie naissante. Pas du tout. Non. C'est juste qu'on en parle plus librement. Mais avant, la manière dont Hitchcock parle du lesbianisme dans Rebecca en 45, c'est exceptionnel. La manière dont les drag queens sont traitées dans certains shows de Billy Wilder en 1960, c'est exceptionnel. Et c'est pour ça que la culture queer, en tout cas la manière de traiter la différence dans un temps où il faut pas trop en parler, la manière dont les cinéastes en parlent, mais en cachette, ça c'est un truc qui me passionne. Les messages cachés dans la corde d'Alfred Hitchcock, ce couple où qu'on devine être ensemble et avoir une relation à 3 avec leur professeur qui le tue. Enfin, il y a plein de trucs non dits qu'il doit faire passer autrement. Et ça, c'est hyper passionnant de voir les messages cachés dans des films. Même si, il faut pas regretter un temps de censure. Je suis pas du tout réac, je suis Non. progressiste et tout. Mais c'est quand même super fun de voir un film et de dire, ah là, ok, c'est ça qu'il veut dire. Et la cancel culture? Ah, mais moi Le bloc qui va derrière est tout à fait approprié à la thématique. Mais non, mais Voilà. là, en fait, le problème, c'est que moi, ça m'énerve énormément parce que je suis plutôt politisé à gauche, même très à gauche. Je suis très progressiste, etc. Mais je pars du principe qu'il faut toujours savoir d'où on vient pour savoir où on va. Je suis d'accord. Et donc, quand on connaît l'histoire du cinéma, on voit que tout n'est pas aussi simple que ça. Et moi, il y a des choses qu'on recontextualise, je veux bien, mais alors en fait, moi, je pense que le fait d'interdire et de censurer va faire le jeu c'est l'inverse. des extrêmes. Et des gens qui disent, ah bah vous voyez cette culture wokiste et tout, ils veulent censurer. Moi par exemple, j'ai été extrêmement... Et après moi c'est un avis qui est particulier parce que je suis plutôt politisé et progressiste, mais quand du coup je dis que je suis contre la cancel culture, on comprend pas, on me voit comme un gros réac. Alors que pas du tout. Par exemple, autant on emporte le vent, moi je pense qu'au lieu de l'interdire au Grand Rex, Faut il mettre faut un mot mettre avant. un mot pour expliquer que c'est un film de 1939 C'est sur la guerre de sécession vu Et du qu'à point de vue des l'époque, sudistes. oui. Oui. Donc il est évident que c'est si c'est Je du suis point de vue d'accord. des sudistes. On Enfin, parle souvent de la grille de lecture quand on parle d'histoire. mais oui, Les gens l'oublient. puis un peu puis à un moment donné, la culture, c'est pas quelque chose qui doit être accessible, ça demande un petit travail de réflexion. C'est ça. Et donc on interdise, voilà. Après, la cancel culture prend d'autres, par exemple sur Roman Polanski. Je pense que On va pas être d'accord. je comprends totalement qu'on puisse ne pas vouloir financer un film de Polanski, mais que fait-on des films qui existent vraiment? Et je pense que dans un contexte négationniste, etc., ne pas faire que les gamins voient un film comme J'accuse, qui a un devoir de mémoire sur l'antisémitisme, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'il y a cancel culture et cancel culture. C'est pas la même chose d'interdire Woody Allen, ce que je comprends, que les films de Polanski, où tu ressors d'un Polanski, t'as plus compris l'humanité qu'en sortant d'un Woody À Allen, mon par avis, ce exemple. qu'elles veulent dire, pour Polanski, c'est C'est qu'ils qu'elles devraient veulent plus que ce pas soit avoir financé. voilà, Mais bien c'est qu'ils sûr. devraient pas Oui, mais avoir le droit de faire quid des des films. films déjà financés? Bah oui, après, ce C'est qui ça, est le fait, truc. bon, bah, c'est là. Donc maintenant, t'expliques. C'est Eh comme oui. quand t'apprends un texte au bac. Quel que soit le texte, t'as à côté un passage historique, le prof t'explique. Donc là, les films que t'es tournés pour Polanski, bon, bah, ils existent. Faut recontextualiser le pourquoi du comment. Exactement. Mais à partir du moment où il y a des nouvelles plaintes qui sortent et des nouvelles accusations, ce mec, faut arrêter de Et le puis, mettre moi, sur le devant de la jamais scène. été pris féministe plein la gueule, alors qu'il n'y a pas plus féministe que moi, je crois. Enfin, j'ai été orgueilleux quand mon livre est sorti. Il y a la presse qui a dit que c'était un livre queer et féministe. J'étais très content parce que être féministe, c'est voilà. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a autant de féminisme que de féministes et de féministes que de féminisme. Et c'est que moi, j'avais fait un débat face à une féministe sur CNews. Je l'ai vu. Ouais, et je m'en suis pris, mais plein le Mais complice de... Alors que pas du tout. Le seul truc que je disais, c'est... Je comprenais totalement ce qu'elle me disait. Et je comprends totalement qu'on ne veuille plus que Roman Polanski soit financé, qu'on ne veuille plus le voir au cinéma, mais ça, je comprends parfaitement. Là, on arrivait à un moment donné où le film était fait. Il était sorti. Et à un moment donné où il C'était y avait... avant qu'il fallait se poser la question. C'est pas une fois qu'il C'était est avant. sorti. Et dans un contexte en Ah, plus ça où fait c'était 40 pas... ans qu'il faut C'est que pas ça une... Il sortait pas Non, une mais il y a eu comédie... d'autres choses après. Il sortait pas une comédie romantique ou pour divertir les gens, il sortait un film important, je crois, surtout pour les gamins qui ne savent pas ce qu'est l'affaire Dreyfus. Et je pense que
il y avait quand même tout un lot, il y a toujours malheureusement tout un lot de personnes à abattre entre guillemets, et que à ce moment-là, à l'âge qu'il avait, et pour un film comme ça, c'était peut-être pas la bonne cible, qu'il y en avait d'autres, et que un film comme ça aurait, enfin voilà, le film au final a marché in fine, et tant mieux, mais voilà, il fallait peut-être hurler avant que le film soit financé. Mais là, c'est la question, elle se repose aussi pour Picasso, parce que Picasso, il était limite avec les femmes. À côté de ça, il a fait plein de choses pour la cause Non, mais migratoire. attention, il est limite avec les femmes, avec notre opinion d'aujourd'hui. Voilà. Oui, non, mais pas, c'est ce que je te dis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, quand il parle de lui, mais sur Picasso, ça se sait depuis longtemps, mais maintenant, avec les combats qui émergent, c'est maintenant qu'on commence à dire Picasso, il y a eu ça. Voilà. Oui, mais en fait, il faut faire attention à beaucoup de choses. Il faut faire attention, effectivement, à tout recontextualiser. Voilà, il faut faire en fait, il y a différentes choses, parce que c'est très vrai ce que vous dites toutes les deux. Il faut, faire attention à recontextualiser. Donc, à regarder l'œuvre ou le comportement d'un artiste par rapport à son époque et pas au nôtre. De 1. De 2, il faut recontextualiser et voir ce qui était de l'ordre du personnage artistique et de l'homme. Par exemple, Gainsbourg, pour connaître certaines personnes de sa famille, était l'une des personnes les plus timides et les plus pudiques. Or, il aimait avoir ce côté macho avec les femmes en télé. On veut le censurer, etc. Parce que, ah oui, mais t'as vu ce qu'il a dit sur les femmes dans telle émission. Attention. À l'époque, on faisait partie, c'était un moment donné où le personnage et l'image était important. Donc ça aussi, c'est très, enfin voilà. Et également, ensuite, il faut différencier ce que dit quelqu'un dans sa vie privée ou en interview que ce qu'il dit dans ses textes. Par exemple, alors non, là j'ai du mal. Mais là j'ai du mal parce que ce qu'il dit, parce que c'est antisémite ce qu'il écrit. En revanche, Alain Delon, quand on dit que c'est un personnage homophobe ou raciste, moi je ramène les gens sur le fait que quand il va disparaître, le plus tard possible pour lui j'espère, mais dans quelques années en tout cas, je pense qu'on se souviendra plus du fait que ce soit le premier producteur à avoir produit un film sur la rafle du Veldiv, qui est Monsieur Klein, que ça a été le meilleur ami de Jean-Claude Brialy à un moment donné où il y avait une homophobie nationale. C'est ça qu'on se souviendra plus que les paroles d'un homme. Bah donc le fait est que de nos jours on doit retenir de la parole à qui on l'a laissé, à quand. En fait, le truc c'est qu'il faut pas et puis il faut pas laisser sur 2 tweets faire par exemple James Franco qui a il s'avère, après, je ne suis pas dans les affaires judiciaires et tout, mais il s'avère qu'il a été débouté au niveau de la justice de différents tweets. Et en 2 tweets, il n'a eu ni l'Oscar, ni... C'est ça qui me fait peur aussi. Moi, je trouve que la libération de la parole, elle est géniale, et tant mieux. Et il était temps que ça arrive, même si j'aimerais aussi que ça arrive au niveau des hommes, parce que les MeToo gays ou les MeToo machin, et Dieu sait en France aussi que ça, et ça, le scandale n'a pas pété comme ça aurait dû l'être. Tant mieux pour les femmes. C'est un peu dommage pour les garçons, surtout les garçons un peu plus fragiles. Mais comment dire, mais du coup, je trouve que c'est dangereux quand même en quelques tweets. Ça me fait très peur. Ça c'est un peu voilà. Mais autrement, je trouve que cette libération là, c'est très très bien. OK. Et j'aurais aimé qu'Orson Welles fasse un film justement sur cette libération de la parole et tout, parce que je trouve que c'est très bien. Il peut y aussi y avoir des énormes dérives, et ça, je pense qu'il y a que Orson Welles qui arriverait à en parler bien, un peu comme dans Citizen Kane. Ouais. Vu qu'on est sur des sujets un peu sérieux, Eugénie, c'est à toi. Moi, on va venir sur du léger, tu vois. Non, on va faire un petit jeu. Je vais faire une petite rubrique autour du cinéma, certes, mais avec un petit peu plus de légèreté. Je vais te faire une petite rubrique qui s'appelle « Est-ce que t'as la ref ?» Ah, trop bien. Ok. Donc ça va être un petit peu du ludique. Donc attends, c'est sur des... Je vais te donner des petites répliques de cinéma. Ah, trop bien, ok. Et il faut que tu me dises le film. Oh là là. Dis donc, c'est un peu, je viens de drive sur le cinéma, si j'ai 0, ouais, non, ça le fait pas. Hein. Normalement, tu vas avoir 100%. J'ai été sympa. Été sympa. Alors, je suis trop vieux pour ces conneries. Ah, Indiana Jones. Attends. Non, je suis trop... I'm too old for this shit. Mais en plus, il te le fait en anglais, mais tout est normal. Je suis trop vieux pour ces conneries. Un petit indice, c'est le 4e. Ouais, c'est le 4e numéro volet. 4 d'une série. Enfin, d'une série de films. Et bah, Indiana Jones, c'est le royaume du crâne de cristal? Non. Non, alors ne me dites pas. Je suis trop vieux pour ces conneries. Le 4e d'une série de films. Le réveil de la force? Non. Les États-Unis sont en train de les interdire. Les États-Unis sont en... Nom de Dieu, ça la fout mal. Alors attendez. Enfin, il y a un débat sur le fait de les interdire. Il y a un débat sur le fait sur de le port. Pour les citoyens, sur leur port. Leur port. Ah, mais tu lui fais un rébut, là. Bah, du coup, oui, j'essaie de l'aider. Non, mais moi, j'étais comme lui, je cherchais le film. Oui, alors attendez, restons sur le film, Alors, parce que sinon... non. Ah, donc, I'm too old for this shit, Bon, c'est le 4e volet. Je te donne un acteur. Ok. Mel Gibson. L'homme fatal. Oui. Ah, les États-Unis sont en train de les interdire. Ah, ils sont, et c'est surtout que Mel Gibson vient d'être annoncé en réalisateur du prochain opus. Le 5. Oui, Voilà. c'est vrai, je l'ai vu en plus sur BFM cette semaine, voilà. Ah, tu m'as piégé. Ah, je suis contente. Donc, l'arme fatale. En anglais, le titre? Alors, Fatal Arm. Lethal Weapon. Ouais, ça, je ne retiens jamais. Bon. Lui, il est facile. Ensuite, c'est à moi que tu parles.
Ah, c'est à moi que tu parles. Ah oui, mais alors attends, il y en a deux. Ah oui, non mais parce que il y en a deux. Il y a Taxi Driver et ensuite. Ok, parce que c'est repris ensuite dans Retour vers le futur 2 quand il est avec son flingue et Talking to me. C'est à moi que tu parles, Tannen. José Garcia le faisait très bien dans Retour vers le futur, qui d'ailleurs est, petite anecdote, est le seul film que Steven Spielberg a vu en version française où il s'est dit mon Dieu, la version française est mieux que la version anglaise. Ah bah, et c'est vrai que le doublage de Retour vers le futur est quand même assez. C'est un frigo et pas une voiture, j'ai appris dans ton livre. La machine. Ah, en fait, c'est que à la base c'était un frigo et tout le monde s'est dit qu'est-ce que c'est cette idée de merde. Et pourtant, 30 ans plus tard, Steven Spielberg se dit bah, tiens, pourquoi on a mis ça de côté? Il reprend cette idée toujours de merde, mais pour Indiana Jones 4. Voilà. Parfait. Ensuite, attention, ça va couper, chérie. Ah, le rabbin m'a dit ça quand j'étais petit. Mais pardon. J'ai pas appris la phrase la plus connue. Non. Attends. C'est un film où toutes les répliques sont mythiques. Toutes les répliques sont. Donc ça va couper, chérie. Ça va couper, chérie. La Cité de la peur? Oui. Okay. Ensuite, je suis un homme. Eh bien, personne n'est parfait. Ça, Certains l'aiment chaud. Ouais. Some like it hot. C'est la dernière réplique de Certains l'aiment chaud, dite par Jack Lemmon, le fameux Nobody's Perfect, alors qu'il dit à la personne avec qui il est que c'est un garçon et c'est pour ça qu'il pense que ça va le dégoûter. Pas du tout. Il a bien raison. Bible. Je vais essayer de la faire avec le petit truc un peu de l'acteur, on va rigoler. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ah, c'est un film de Gérard Houry, et ça, c'est une scène de la montagne Sainte-Geneviève. Tu as essayé de faire Bourvil très bien, d'ailleurs. Et le film s'appelle Le Cornio, 1963. Bravo. Allez, pour finir. Alors, vous savez, moi, je crois qu'il n'y a de bonnes. Ah, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Édouard Baird. Exactement. Bravo. Ça, je trouve que c'est ma préférée de tous les temps. C'est avant tout des rencontres. Ouais, je devais résumer ma vie aujourd'hui. Je crois que. Alors, surtout Ouais. ce plan sur les deux qui l'écoutent. Ah oui. Extraordinaire. Édouard Baird hier, aujourd'hui et demain. Bon, merci de t'être prêté au jeu. Mais de rien. C'était très sympa. De rien. Bon, ça va, c'était un peu facile, sauf le premier où j'ai été sympa, piégé. Je me suis dit, si je le piège, il va pas vendre son livre après. Non, c'était bien. Merci beaucoup. Merci. Cette référence, cette culture cinématographique est assez dingue. Mais ouais, quand t'aimes ça. Bah, c'est comme si vous vous retrouviez devant un onologue. Oui, mais vous auriez Laurent Deutsch qui vous parlerait de l'histoire et de l'histoire de Paris incroyablement. Vous auriez, vous auriez Estelle Denis vous parlerait de football, l'histoire du foot. Chacun a ses, voilà. Mais c'est vrai que quand on est passionné, généralement, on le tient bien. Et c'est vrai que ça, c'est assez. Moi, je le dis, j'ai pas de péché d'orgueil quand la presse elle a été cool pour ce livre-là, mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand il y a un gamin, pas qu'un gamin d'ailleurs, même une grand-mère, mais qui vient me voir en salon du livre en me disant, j'ai découvert ce cinéaste ou ce film par rapport à, parce que ça m'a fait rire. Il y en a plein par rapport à Baby Jane, par exemple, le film avec Betty Davis et John Crawford, qui est un film noir et blanc, donc qui ne vend pas du rêve à un gamin de 15 ans. Mais comme j'en parle de manière un peu drôle, généralement des gamins, queer souvent, viennent me voir pour me dire on a adoré ce film et tout. Et ça fait plaisir. Et ça, c'est bien de participer à cette... j'adore. Ouais, à cet effort de culture, justement, et à donner aux gens une accessibilité... à peut-être des thématiques qui pour eux sont très lointaines ou un peu obscures. Ouais, et c'est ça, et c'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que dans mon écriture, je vois que j'aime bien quand je suis pédagogue. C'est-à-dire que si j'avais écrit un roman ou une histoire qui n'était pas basée de faits réels, ça aurait été juste j'aurais été beaucoup plus enclin aux critiques et ça aurait été beaucoup plus compliqué que là, comme je parle du travail des autres, certes avec mon ton, mais je parle du travail des autres. Il y a plus de distance. Il y a une plus de distance et du coup c'est vraiment, je suis là vraiment pour mettre en lumière ce travail-là. Et là le film qu'on m'a demandé de faire, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je fasse la même chose et c'est-à-dire que je ne fasse pas l'erreur d'aller dans une histoire qui soit complètement moi avec mon cerveau, mon esprit, mes personnages et que je parle plus d'histoires d'autres personnes et toujours basées de faits réels. Parce que je vois que dans mon écriture, j'ai pas l'orgueil de me regarder écrire. C'est-à-dire que quand je parle du travail de quelqu'un d'autre ou de personnages qui parlent de choses ou qui font des choses qui ont réellement existé, là en l'occurrence certains docteurs, etc. en 93 pour mon film, du coup j'ai pas le truc de oh là là, est-ce que cette phrase est bien, est-ce qu'il y a un exercice de style et tout. Et je pense que du coup c'est bien parce que t'es délesté de tout orgueil. Donc maintenant je n'écrirai que en parlant des autres. Voilà. Parfait. Pour le moment, alors, très bien à parler des autres. Justement, c'est quoi l'avenir pour toi là? Généralement ceux qui disent ça, on a posé la question à Balavoine, il est mort le lendemain en hélicoptère, Berger. Là du coup, je viens de terminer l'écriture d'un film qui s'appelle L'heure nuit, qui est produit par l'Adami. L'Adami qui est l'équivalent de la SACEM pour les comédiens, c'est l'organisme qui paye les droits d'image des comédiens. Donc ils ont accepté mon scénario. Normalement, c'est pour Canal+.
même sûr d'ailleurs, Canal+ aussi. Félicitations. Ouais, c'est chouette. Donc je Ouais, le tourne au mois de février. Je peux dire avec qui d'ailleurs. Ce sera avec Jules Benchetrit. J'ai écrit pour lui, qui est un comédien que j'aime beaucoup. Jules Benchetrit, Lenny Kim Lalande aussi, qui fait son premier rôle queer de drag queen. Lenny Kim, Ouais. le petit Lenny Kim. Ah bah qui est moins petit, puis qui fait une belle drague dans mon truc. Ouais. Ah ouais, je l'ai interviewé lui dans des studios TF1 avec des Ah bah, disques il- d'or et Ah tout. bah Il est oui, oui. adorable ce mec. Il est adorable. Alors imagine-le en Une drag queen dans perle. mon truc. Une J'ai petite hâte de voir perle. ça, mais vraiment. Clément Grosbotek également, Béatrice Dalle. Oh. Donc ça c'est chouette. Je fais également faire un documentaire autour de la méthodologie de jeu de Leonardo DiCaprio pour l'horizon fin 2022 pour la sortie du prochain Scorsese, la veille de la sortie du Scorsese d'ailleurs. Extra. Ça c'est chouette. Je prépare un livre pour Flammarion autour de Louis de Funès Pardon, avec... mais tu dors quand Non, mais vraiment. Entre-temps, le mec est sur les plateaux, il parle de politique. Ah oui, j'avais oublié ça. Oui, Il va alors, devenir donc, je ministre prépare- de la culture aussi, prépare parce que un- je te mais le dis. donnez-moi 20 ans encore. Mais je prépare un livre sur Flammarion sur De Funès et je suis éditorialiste aussi sur CNews. CNews en ce moment, ouais. Ouais. Dans des... Non, mais avec n'empêche, des- Claudia, elle m'en a parlé avant que tu arrives, ministre de la Culture, ça serait... Moi, je vote pour toi, même si c'est pas moi qui vote, mais. Non, mais parce que moi, je pense être président. Elle un va être jour. présidente. Ah Donc, éventuellement... mais moi à la culture alors. mais à la culture. Ah mais moi à la culture. Mais je va. pense que ça demande énormément de travail. Ça m'intéresse énormément la politique. Hein. Mais préfère être observateur que. Mais comment dire. Mais là ça demande un travail énorme parce que être ministre de la culture ça demande d'être. Oui, comme si en ce moment tu travaillais pas déjà assez, comme si tu savais pas. Ah non ce non que mais de c'était toute que façon j'ai pas du tout les compétences pour. Hein. Je vais même pas. Ceux qui y sont pas forcément. Oui, non, mais in fine, dans 20 ans, mais en fait, être ministre de la Culture, c'est avoir une connaissance accrue de tous les domaines culturels, que ce soit des artistes plasticiens, des artistes visuels, de l'intermittence, du jurisme de l'intermittence, de tout ce qui est coproduction, coprod, financement, Mais tu vas y musée, machin. La politique m'intéresse, être conseiller culturel et tout, je dirais pas non. Je peux le faire d'ailleurs pour une certaine candidate actuellement d'ailleurs. Mais comment dire, mais par contre, C'est pas la mienne. pour me, C'est laquelle Mais Anne, Anne. Ah oui, bah oui. il n'y en a pardon. pas 50 des candidates. oui. Et comment dire que j'aime énormément Anne Hidalgo. Et la pauvre. Ah ouais. Tellement de courage. On ne tire pas sur une ambulance. Non, mais c'est surtout, c'est pas elle, c'est le parti encarté. Enfin, je trouve que la situation, on peut parler politique 2 secondes, ça durera 2 secondes. Oh, oui. Allez, allons-y. Je trouve que ce qui est très dommage, c'est que on a l'impression, et même moi, je pensais aussi qu'on était dans une France très droitisée, etc. En fait, pas du tout. C'est qu'on est dans une France qui se pose des questions. On peut très bien, le problème c'est qu'à force de mettre des gens dans des petites cases, c'est pas, moi je pense qu'on peut très bien avoir des idées réactionnaires tout en étant progressiste, et qu'il faut parler avec les gens. En fait, le gros problème qu'on a, c'est que les gens moi je pense qu'on est vraiment un pays entre le progressiste et le réactionnaire, mais les gens qui pourraient faire changer les choses ne vont pas bosser, ne vont pas voter, ne vont pas Le lapsus. ne vont pas voter. Et pour moi, c'est ça le grand problème, c'est que on parle de sondage en disant Zemmour deuxième tour, machin et tout. Sauf que le problème, c'est que au lieu de contrer ces idées-là, moi j'entends, il y a plein de gens de gauche qui me disent mais pourquoi tu continues à faire des débats sur CNews, etc. Je pense que c'est pas le souci de qui a la liberté de parler ou pas, le plus grand temps de parler, tout ça, on s'en fout. Je pense qu'il faudrait surtout dire aux gens qu'ils ont jusqu'au 31 décembre pour s'inscrire sur la liste électorale, sinon ils ne pourront pas aller voter. C'est ça. Et je trouve ça trop simple de déverser sa haine en 150 caractères sur Twitter. Je trouve ça trop simple d'aller dans des manifs. Je trouve ça trop simple de gueuler. Mais au bout d'un moment, l'acte le plus citoyen et le plus courageux, c'est de se lever et d'aller voter. Et moi, pour moi, c'est ça le plus. Je pense qu'on est le plus gros problème dans notre pays. C'est pas que le pays se droitise, pas du tout. C'est que on a l'impression qu'il se droitise parce que ceux qui vont voter ou qui ont le Modérément, ils sont voilà, modérés. ils sont. Alors que je pense foncièrement qu'on est plutôt un pays à gauche, mais juste que la génération woke, on va dire ça comme ça, bah c'est bien d'aller manifester le climat et tout, mais allez voter, mettez-vous sur la liste électorale. Je vois, c'est ça le plus important. Ce sera la morale de l'histoire. À Oui. 2 jours avant Noël, allez voter. Enfin, allez vous inscrire. Oui, vous avez, surtout. on est quoi, on est le 22. 22. Donc ils ont 5, 6, 7, ils ont 7, 8 jours encore pour s'inscrire sur Entre la la liste dinde et le électorale. foie gras, on va s'inscrire. Service-public.fr, allez-y. Voilà. Et on évite d'en parler à table avec papy, mamie et le tonton pour Ouais, éviter le les tonton. gros Oui, déboires. oh ouais. là là, oui, oh là là. Ah, c'est vrai, alors, pas de Noël juste avant une présidentielle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, c'est Oh là 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 là. c'est musclé. Ah oui, puis en plus, il peut se passer beaucoup de choses. Oui, Moi, oh j'ai là là. attendu un repas de Noël pour avouer à mon père que j'imitais sa signature au collège. Tu vois, on parle pas politique, mais on balance des vieux dossiers à Noël. Le dos. Ah oui, J'ai effectivement. attendu le moment opportun. Il m'a dit, ah bon? Je dis, bah, mais par parcimonie, je suis quelqu'un de bien.
Ah, c'est bien. Bon, moi, je fais, attends, j'espère que personne m'annoncera qu'il va voter Éric Zemmour à mon prochain repas de Oh Noël. là là, my God. Moi, je les invite plus. Enfin bon. Bon, écoute, Kevin, merci beaucoup d'être Mais merci à vous. C'était trop bien de t'avoir. Merci. On aurait Merci. pu parler pendant des heures Oui, avec toi. je crois. Je ouais. te propose de revenir une prochaine fois pour faire encore un autre numéro Bah, écoutez, sur ton avec- autre vie. Non, attends, Au quand, prochain ça livre. sort sur Canal, le moyen métrage. Ah bah avec grand plaisir. Ah oui, carrément. Avec grand plaisir. Oui, vraiment. Bon, Avec mes acteurs du coup. on a passé Oui. un super Ouais. bon moment avec toi. Merci Moi aussi, beaucoup, je passais un beaucoup, très bon beaucoup. moment. Vous avez Merci bien à vous. compris où c'est que vous pouvez le retrouver. Alors, les réseaux sociaux, forcément, on le retrouve, mais son livre. Son livre, bientôt sur Canal. Et livre en numérique aussi parce que j'ai conscience que 20 € c'est cher. Je ne choisis Oui. pas le prix des livres. Ouais. Et donc du coup, il est en numérique à 10 ou 11 € pour voilà pour ceux qui n'ont pas. le veulent. Et puis nous, on vous le met sur Insta en jeu concours parce que c'est Noël. Oui, ça vous sera un petit cadeau. Dédicacé par Kevin en plus. En plus. Ah, et Alors- peut-être faut-il rappeler les réseaux de votre programme là. Ah oui, c'est- toujours, mais je t'ai pas dit. c'est- Ah, très bien. mais je t'ai Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Ouais. Vous êtes partout. On Vous est êtes- partout, eh, voilà, vous êtes partout. comme Éric Zemmour en fait. Partout. Vous avez Oui, mais en Ah mieux, non, en mieux, oh my God, en la mieux, comparaison. en beaucoup mieux. Non, et on remercie aussi l'hôtel. On n'a pas précisé qu'on était On est au Play Play Hotel dans le 8e arrondissement de Paris, À qui on pardon. souhaite aussi un joyeux Noël après tout. Tout à fait. Merry Christmas. Et c'est vraiment un très très bel endroit. On a l'impression d'être dans le studio, dans Love Actually, studio du vieux là qui se met à poil. Ça- il va pas Non, te mais marcher comment tu derrière me le vends? le- Non, c'est très sympa. Ouais, c'est très très bien. ouais. Bon, merci Kevin. Merci, Merci Kevin. à vous. Passe de belles fêtes. Merci bien.